Parti le 14 juin 1951 du camp 6, dans la partie ouest de la calotte glaciaire du Groenland, le groupe sismique bleu, celui de José, est arrivé le 27 juin au point extrême sud de son trajet. Il s'est arrêté exactement au point porté théoriquement sur la carte avant le départ de France, en vue des Jensen Nunataka par 62 degrés 45 minutes nord et 49 degrés ouest. Les 6 hommes ont parcouru environ 800 kilomètres. Ils ont fait des sondages sismiques tous les 20 à 25 kilomètres. Ils ont eu du mauvais temps. Ils ont rencontré des crevasses et des bosses et ont dû changer leur route plusieurs fois pour les contourner. Mais rien de particulier, ce à quoi ils pouvaient s'attendre, rien de plus. Leurs véhicules chenillés, les Weasel peints en orange, ont crevé des ponts de neige 20-30 fois. Ils ont vu des trous béants s'ouvrir sous leurs chenilles, véritables ogives de cristal au sommet desquels ils sont restés suspendus. Ils ont toujours pu, plus ou moins facilement, récupérer véhicules et traîneaux sans perte. Le 27 juin, tout était conforme au programme. Il faisait beau sur eux. Un parachutage était prêt à partir pour les ravitailler comme prévu. Des vivres pour 3 semaines supplémentaires, le courrier et 4000 litres d'essence environ pour leur permettre de se remettre en route immédiatement pour la continuation de leurs travaux et de se trouver au prochain rendez-vous avec l'avion 800 km plus loin et 15 jours plus tard. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir ce parachutage. Quelques jours plus tard, en effet, ils demandaient plusieurs centaines de boulons pour réparer leurs traîneaux, fatigués par le terrain rencontré et par plusieurs années de campagne. Après le 27 juin, le mauvais temps sévit sans cesse sur eux. Depuis 3 semaines, ils sont coincés. Quelques heures d'éclaircie, de temps à autre, n'ont pas permis à l'avion de prendre son vol avec une chance de succès suffisant. Plus de 1300 km les séparent en effet de Reykjavik, point de départ du DC-4, plus de 4 heures et demie de vol, assez d'heures pour voir le temps changer plusieurs fois. Le 10 juillet, Rouillon, le chef d'expédition sur le terrain, m'envoie le télégramme suivant. Temps été 1951, toujours mauvais. À l'intérieur de l'Inlandsys. Stop. Actuellement, tout groupe ont retard sur plan prévu, faute de parachutage. Stop. Vous rappelle, aucun parachutage depuis le 11 juin, c'est-à-dire plus d'un mois. Vincent Don et moi, nous le savons bien. Nous passons tout notre temps, presque 24 heures sur 24, entre le bureau météo de la tour de contrôle du terrain de Reykjavik et les télétypes de la Flugfélag, la compagnie islandaise d'aviation qui assure nos parachutages lorsque son Skymaster DC-4 n'est pas pris par son vol hebdomadaire vers l'Angleterre. Les cartes de prévision ne changent guère depuis plusieurs semaines. Une zone de basse pression se forme et se dissout ou se déplace lentement le long de la pointe sud du Groenland. Les postes des côtes annoncent régulièrement de la pluie, de la neige, une visibilité presque nulle, un plafond bas. Les éclaircies ne durent que quelques heures. Il neige aussi sur le groupe bleu. Dès qu'un coin de ciel apparaît, José télégraphie. Conditions s'améliorent et comptons absolument sur vous immédiatement. Mais 2 heures plus tard, son QAM, son état du temps, annonce une fois de plus des nuages à quelques centaines de mètres au-dessus de lui et une visibilité de quelques kilomètres seulement. Quand le soleil transparaît et que les nuages semblent se dissiper, « Beau temps, qu'attendez-vous pour venir ?» télégraphie José. Ce qu'il ne sait certainement pas, c'est que tout autour de lui, le temps est bouché. Good Hope, Marak, BW8, BW1, Prince Christian Sund, Tingmjarmut, Angmasalik, tous annoncent un temps épouvantable. La basse pression qui s'est dissipée se reforme. Les fronts viennent déverser leurs crachins sur l'Islande. Des avions prennent la piste, font leur point fixe et ne peuvent décoller. Les nuages sont descendus sur eux en quelques minutes. Un Catalina de la marine danoise a attendu 11 jours pour s'envoler vers BW1. À midi, il ne fait guère plus de 10 degrés à Reykjavik. Et nous sommes en juillet. Partir d'ici pour faire 1300 km sans pouvoir se repérer avec précision sur l'une des 2 côtes, c'est jouer à 1 contre 10 et risquer de revenir à pleine charge sans avoir pu les trouver après une dizaine d'heures de vol pour rien. Et 10 heures de vol d'un DC-4 Skymaster, quadrimoteur qui 3 fois par semaine fait la ligne transatlantique, cela coûte un peu plus cher qu'un Piper Cub. Car aucune autre navigation n'est sûre dans ces régions proches du pôle nord magnétique, hors de la portée du Loran nord-atlantique. La navigation au compas est incertaine, les points calculés lorsque le temps le permet donnent une précision insuffisante. Pour ce vol particulier, nous avons 350 km à faire sur un désert plat, blanc, aveuglant, sans un point de repère, sans un seul point de repère suffisant même pour mesurer la dérive de l'avion. Temps très mauvais en général ici cette année, stop, si pouvons pas profiter...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.